demain vous êtes élu, quelles sont les 3 mesures ou décisions prioritaires que vous comptez prendre et comment les mettrez-vous en place? Vous avez donc 10 minutes pour répondre à cette question. Alors d'abord, votre question est empreinte d'une chose un peu erronée au début. Vous dites, si vous êtes élu, il faut dire quand vous serez élu. Donc c'est cette certitude qui nous anime et qui anime la liste Servir Bordeaux, liste effectivement représentant la société civile. Dans un premier temps, je veux faire quelque chose de très symbolique par rapport à l'urgence climatique et aux enjeux qui sont les nôtres actuellement. Je crois beaucoup à la force des symboles. Nous avons des magnifiques allées de tournis. Je souhaite absolument les recomposer complètement vers la végétalisation. Et ça sera fait immédiatement, dès que nous arriverons, avec les serres municipales. Nous avons des jardiniers, des horticulteurs qui sont tout à fait compétents pour le faire. Ces allées de tournis, c'est le centre de Bordeaux. C'est là que viennent les touristes, auxquels nous sommes attachés bien entendu, même s'il faut s'occuper des quartiers, nous allons y venir. Mais également, le problème, c'est qu'il y a du gravier partout, elles ne sont pas forcément très empreintes de végétalisation et de couleurs. Et notre but, c'est de redonner des couleurs à la ville. Des couleurs qui, malheureusement, se sont un peu estompées sous le béton. Nous voulons redonner ces couleurs à la ville et nous allons planter des arbustes pérennes, des fleurs, des massifs et mettre des fontaines. Donc ça, c'est un axe fort qui va montrer effectivement notre volonté de végétaliser Bordeaux, mais pas de façon avec une surenchère entre candidats. Non, on ne va pas dire on va en planter 352 de plus que vous, certainement pas. Nous voulons planter avec les associations, avec la vie de quartier, avec là où se déroule le quotidien des personnes et des êtres. Donc nous ferons progressivement avec les personnes qui habitent Bordeaux, avec les Bordelaises et les Bordelais. Et la deuxième mesure symbolique, je crois, vous le savez au symbole, lorsque cette place Gambetta sera inaugurée. Je dis cette place Gambetta parce que ce n'est plus notre place Gambetta. Ce n'est plus la place Gambetta des Bordelaises et des Bordelais, malheureusement. Rappelez-vous, 17 marronniers qui ont été abattus au petit matin, au petit jour, là où on condamne effectivement les suppliciés. Eh bien, cette place Gambetta, qui nous prive du pont en ferronnerie qu'il y avait, le côté bucolique, les massifs de fleurs, le petit ruisseau. Cette place Gambetta, nous voulons aussi montrer avec un axe fort la philosophie de notre liste. Il y a une statue de Gambetta qui existe, qui sont actuellement dans les entrepôts municipaux. Je veux que cette statue de Gambetta intègre la place Gambetta. Pourquoi? Gambetta, Léon de son prénom, a été celui qui a proclamé du balcon de l'hôtel de ville, dans un contexte difficile, où il n'était pas certain que la République soit confortée, eh bien, il a proclamé la République. Et je veux montrer aux Bordelaises et aux Bordelais que nous sommes animés d'un esprit républicain. Ça signifie quoi? Ça signifie l'écoute citoyenne, la participation citoyenne, l'écoute de chacun et de chacune. Ça signifie que demain, les adjoints qui seront à nos côtés, ils n'auront pas qu'une carte de visite, mais ils vont s'impliquer pleinement dans la vie des quartiers. Ils vont s'impliquer pleinement dans le mieux-être. Donc cette place Gambetta, on veut effectivement qu'elle fleurisse avec la République qui nous est chère. Troisième mesure, eh bien écoutez, je vais encore vous parler des symboles, parce que si je devais parler de tout le programme, on va être très long. Sachez que ça fait déjà 8 mois que notre programme a été publié. C'est le fruit d'une longue élaboration avec le contact des Bordelaises, des Bordelais. C'est le fruit de réflexions personnelles par rapport à certaines dérives que j'estime peu acceptables sur Bordeaux. Donc symboliquement, nous allons créer une place des grandes femmes. Il y a bien une place des grands hommes, et pourquoi pas de place des grandes femmes? Il y a des femmes qui, dans l'histoire, ont beaucoup fait avancer l'humanité, au niveau de la philosophie, au niveau de la lutte, au niveau de la science. Eh bien, il est normal que symboliquement, nous voulions montrer notre souci d'égalité et d'équité entre tous et toutes en créant cette place des grandes femmes. Alors, pour rentrer maintenant dans le détail de ce programme, outre les 3 symboles forts que nous allons faire, nous allons, demain, c'est la mesure forte qui est la nôtre, faire la gratuité des transports en commun. C'est possible, c'est tout à fait possible. Il y a certaines mesures qui viseront à le financer et in fine, il restera 3% du budget de Bordeaux Métropole. Ça permettra une avancée écologique énorme. Je suis d'ailleurs étonné que le candidat écologique, pour lequel j'ai une grande sympathie, ne le propose pas dans son programme. Ça me paraît être une mesure éminemment philosophique, certes, et également écologique. Mais également, au niveau du social, et ça c'est très important, les Bordelais ont été assez pressurés ces temps derniers, les classes moyennes ont quitté Bordeaux, eh bien je veux absolument, par cet acte fort, montrer que nous nous occupons des classes moyennes et des personnes qui n'ont pas forcément les moyens
Et en ce sens, nous allons pouvoir rompre l'isolement des seniors et l'isolement des jeunes sur les campus également. Et le troisième impact de cette mesure essentielle à nos yeux, ça sera au niveau commercial. Les commerces ont beaucoup souffert et je veux absolument soutenir la vie économique et commerçante dans le monde. Ainsi, nous allons, avec cette mesure forte, être la première métropole en Europe, première grande métropole, ça existe à Dunkerque et ça fonctionne pas si mal, mais la première grande métropole à proposer la gratuité des transports en commun. Ce qui préside à cette liste, c'est l'humain, rien que l'humain, toujours l'humain. C'est ainsi que nous allons créer un pôle intergénérationnel visant à rapprocher des personnes qui ne se seraient pas forcément rencontrées auparavant, visant à rapprocher les seniors en termes de transmission, de mémoire, de compétences, de savoir, mais pas que, et également les jeunes en termes de compétences numériques. Je dis pas que parce que quand on sait que sur Bordeaux, il y a un foyer sur deux qui n'est occupé que par une seule personne. C'est vous montrer le gisier de possibilités, le vivier de possibilités qui peuvent exister pour aider les jeunes et pour contribuer à répondre à la problématique du logement étudiant. Donc, quelque part, il y a une clé à ouvrir et la municipalité, demain, devra permettre ce lien entre le senior et le jeune. Au niveau social, autre dimension également essentielle, c'est la création d'un pôle ouvert 24 heures sur 24. Un pôle d'urgence pour accueillir les personnes en détresse, aussi bien les jeunes en rupture familiale qu'une personne d'un foyer qui a été violentée. Nous voulons que les Bordelais sachent qu'il y a toujours cette petite lumière qui peut s'allumer dans Bordeaux. On ne laissera pas non plus la sécurité sans préoccupation, mais de deux volets. Bien sûr, il y aura un volet qui va être dans une démarche qui visera à implanter des bureaux de police dans chaque quartier pour la proximité. Bien sûr, nous allons rénover également les vidéos de protection en coopération avec les services de police afin de cerner les quartiers qui posent problème. Mais également, je veux encore et surtout, au regard de la dimension humaine qui est la nôtre, nous attaquer aux racines du mal. Aller à la source de la délinquance, aller vers les jeunes, aller vers les moins jeunes, pour essayer d'analyser quelle est la préoccupation de ces personnes et pourquoi y a-t-il cette espèce d'augmentation de la sécurité à Bordeaux. Ça veut dire qu'un travail de fond sera fait demain avec les associations, mais là je pense que nous y reviendrons, associations quelles qu'elles soient, culturelles, sportives, environnementales, de prévention, sociale également. Nous allons développer le rôle des médiateurs sociaux pour intervenir. Mais encore et surtout, j'ai la faiblesse de penser qu'avec les différentes mesures que nous allons prendre, nous allons changer l'état d'esprit des Bordelaises et des Bordelais. Nous allons changer l'état d'esprit de Bordeaux et son image. Actuellement, Bordeaux est assimilé à la défiscalisation, à l'enrichissement facile, à la spéculation. Eh bien non, avec toutes les mesures que nous allons prendre, demain, nous voulons, je veux que Bordeaux soit la ville de la solidarité et de la fraternité. Comment comptez-vous intégrer dans le fonctionnement et l'organisation de la municipalité la participation citoyenne, certes au niveau consultatif, mais surtout au niveau décisionnel? Pour 5 minutes. Eh bien, d'après ce que je comprends, j'avais déjà anticipé plus ou moins votre question, donc vous avez pu voir ma sensibilité. Je ne veux surtout pas que vous soyez dépité, que les Bordelaises et les Bordelais soient dépités. Je respecterai et je respecte les opinions de chacun et de chacune. Et je veux demain développer une participation active de tous et de toutes. Je prends l'engagement, aucun arbre ne sera abattu, parce qu'il y a eu, vous citez Gambetta, mais il y en a eu d'autres qui ont été abattus de façon subreptice. Au pied de la cité administrative, tout ça pour un confort, pour un chantier, et pour mettre des bennes. On a voulu abattre 2 arbres, voire 3. C'est inacceptable. Aucun arbre ne sera abattu avec nous, sauf un impératif majeur, mais après, un diagnostic transparent, visible par tous, et avec consultation des associations. Ça, c'est certain. Mais encore, nous allons en planter, vous avez compris, d'après ce que j'ai dit tout à l'heure, mais sans faire de surenchère, nous en planterons par rapport aux besoins profonds qu'il y a dans Bordeaux, car je dis arrêt à la bétonisation. Et comme je n'ai que 5 minutes pour répondre à cette question essentielle, je ferai pendant 1 an un moratoire de tout projet d'urbanisme d'envergure. Ça veut dire que pendant 1 an, nous allons réfléchir avec les urbanistes, avec les architectes, les entreprises, les associations, les Bordelaises et les Bordelais. Qu'est-ce que nous avons fait? Qu'est-ce qui a été bien? Qu'est-ce qui a été réussi? Quand je vois la rue Lucien Faure, mais c'est un carnage qu'on a fait au bassin à flot,
alors que nous avions la possibilité de faire quelque chose de fantastique avec la marina. Quand je vois, à côté de Darwin ici, s'ils sont en train de construire, quand je vois de Brazza, mais je dis, on n'a pas le droit de faire devenir une ville comme ça et de lui faire perdre son âme. Donc, voyez-vous, ça, je veux renforcer demain la démocratie active. Ça veut dire que nous allons déjà, actuellement, il y a un système de tirage au sort pour participer au comité de quartier. Ce tirage au sort, il n'y a que 30% qui seraient concernés. Mais pourquoi 30%? Et pourquoi 30% pour l'adjoint? Non. Demain, il y aura 60% qui seront tirés au sort. 30% pour la vie associative, qu'il ne faut pas occulter. Au contraire, on va beaucoup s'appuyer dessus. Et éventuellement 10% pour l'adjoint de référence. Je dis bien éventuellement. Parce que ce qui est important, c'est d'avoir des oppositions. C'est comme ça que l'on peut avancer dans la vie. C'est par la confrontation des idées. Donc chacune et chacun sera écouté. Et il est évident que je veux surtout qu'on évite de refaire les errements du passé. On a fait Péberlan bétonné et on continue. On nous fait Gambetta bétonné et on fait la place Tourdy bétonnée. Mais où va-t-on? Halte à cela. Et ça, je ne veux plus jamais ceci. Et je peux vous assurer également que nous allons créer un conseil de l'imagination avec les jeunes. Et sans les trier, viendra qui veut. Parce que les jeunes, c'est la pertinence. Je me suis occupé pendant 30 ans du CIJA, le Centre Information Jeunesse Aquitaine. Je connais bien les jeunes. Je connais leurs préoccupations d'emploi, de mobilité, de logement, de santé, de prévention. Eh bien, ce Bordeaux, nous allons le construire demain avec la jeunesse dans le cadre de ce Conseil de l'imagination. Donc pour 3 minutes, comment comptez-vous améliorer la mobilité en ce qui concerne les zones périurbaines? Alors, la mobilité, vous avez compris, c'était un de mes projets majeurs, puisque la gratuité des transports en commun va beaucoup soutenir cette démarche, va beaucoup aller dans cette démarche de favoriser la fluidité. Et actuellement, tout converge en étoile, il faut arrêter ça. Il faudra faire des mouvements pendulaires. Quand une personne qui habite Bruges va à la faculté, qu'elle doit passer sur les quinconces, ça n'est pas normal. Donc là déjà, on va pouvoir y aller. Ensuite, je voudrais effectivement renforcer, ça tout le monde est d'accord, c'est une bonne chose, le chemin de fer, on appelle ça le chemin de fer de ceinture, maintenant on appelle ça le RER métropolitain. Et ça me paraît aussi essentiel, c'est un projet qui remonte à une trentaine d'années. Maintenant, les acteurs sont d'accord, donc ça, il va falloir le mettre sur la table. Nous allons également développer considérablement les pistes cyclables. Je ne vais pas vous parler en termes de kilomètres, non, ça ne veut rien dire. Mais je parlerai en termes d'efficience et en termes d'efficacité pour bien analyser les trajets qui sont effectués. Mais surtout, la sécurité des pistes cyclables, et notamment sur les boulevards. Beaucoup de personnes me disent qu'ils ne prennent pas le vélo sur les boulevards à cause de ce problème majeur. Et par rapport à la pollution qu'il peut y avoir, je veux, plutôt que de planter des choux, des carottes et des navets sur la base sous-marine, je veux développer des panneaux photovoltaïques qui vont permettre de vendre l'électricité à EDF, ça nous rapportera de l'argent, et ça va pallier aux besoins en énergie du réseau de tram actuel. Mais également, mettre sur les murs de la base sous-marine, des panneaux photovoltaïques qui vont pouvoir développer les recherches et activer vers les paquebots, pour que les paquebots arrêtent de polluer et pour que les paquebots ainsi puissent directement s'alimenter en électricité. Il est bien évident que si tout paquebot veut venir à Bordeaux en ne respectant pas, bien entendu, les conditions écologiques, en n'ayant pas des paquebots modernes, aucun ne rentrera dans le port de Bordeaux et nous avertirons les armateurs au préalable. Voici ce que je peux répondre à votre question. Merci. Une question à l'intérieur de cette question, c'est est-ce que le projet de déviation du Taillan correspond à votre vision de l'amélioration de la mobilité sur la métropole bordelaise? Alors j'ai quelques éléments pour répondre avec ça, mais je ne dispose pas effectivement de tous les éléments techniques. Il est évident que les équipes qui viendront à mes côtés pourront apprécier. D'après ce que j'ai lu, j'ai la faiblesse de croire comme ce que l'on me dit, j'ai l'impression que ça peut répondre sans avoir une certitude à cela. Mais ça fait partie des projets qu'il faut remettre sur la table. Parce qu'actuellement, on remet tout sur la table. Ça, la table, elle croule de projets. Non, il ne faut pas de projet, il faut de l'immédiateté. Donc, si ce projet est pertinent, il est évident que demain, nous le mettrons en œuvre. On reparle maintenant du grand contournement. Mais c'est une vaste foutaise, ce grand contournement. Ça fait 30 ans qu'on en parle. C'est l'immédiateté qui prime maintenant. Alors plutôt qu'un grand contournement, je préconise qu'on fasse une 4e voie sur la rocade. 2 fois 4 voies, pour essayer de fluidifier au mieux. Et pas demain, pas après-demain. Il a fallu 20 ans pour arriver à la 2 fois 3 voies. Il faudra s'y mettre d'ores et déjà, et immédiatement.
Voilà ce que je peux vous préconiser, ce que je peux répondre à ce projet visant effectivement à fluidifier, parce que la rocade c'est impressionnant. Un candidat veut bloquer au camion au moment de plus grand encombrement. Non, qu'est-ce qu'on va faire? Il faudra créer des aires énormes. Il faudra aussi, lorsqu'ils pourront reprendre la circulation, ça va créer des engorgements terribles. Non, notre volonté c'est de fluidifier et d'aller dans l'immédiateté avec les meilleurs techniciens. Suite à l'alerte donnée par des hydrogéologues sur les risques de pollution que fait peser ce projet, donc déviation Taillan-Médoc, sur les ressources en eau potable de tout Bordeaux Métropole, quelle est votre position? Alors, les ressources en eau potable, effectivement, elles sont grandes et elles sont graves sur Bordeaux. Et on n'en parle pas suffisamment. Je n'ai pas entendu les écologistes en parler. Les écologistes, excusez-moi, les candidats en général en parler. Mais ce problème, Bordeaux va manquer d'eau, effectivement. Il y a un projet actuellement qui vise déjà à pouvoir capter l'eau dans le Médoc. Il est évident qu'il va falloir s'en emparer très rapidement. Alors en ce qui concerne les conditions de pollution du projet de Taillan, je peux vous assurer, mais je vais continuer dans ce que j'ai dit tout à l'heure, nous allons faire des études, et comme ce que je veux faire, je vais le faire dans la concertation. Pas sous l'autoritarisme d'une concertation ou de groupe de pression, non. Mais en toute intelligence et avec la fluidité de nos réponses et avec les réponses argumentées qui correspondront vraiment à la réalité des choses. Il est évident que si ce projet est nuisible à la bonne respiration, il est nuisible par rapport à tout ce que l'on peut penser, eh bien, nous ne le ferons pas. Ceci dit, regardez que par ailleurs, je vais énormément faciliter la respiration dans Bordeaux avec les transports en commun, avec ce qu'on va faire par rapport au paquebot, qu'il ne faut pas dissuader de venir, loin de là. Donc tout ça s'inscrit dans un ensemble programmatique qui est le nôtre. Alors du coup, quelles solutions pratiques envisagez-vous pour protéger les ressources en eau de Bordeaux et de sa métropole? 3 minutes. 3 minutes. Merci. Alors je pourrais en parler pendant 15 minutes justement. Non, 3 minutes, merci beaucoup. Alors effectivement, actuellement, donc je viens de vous le dire, on regarde vers le Médoc parce que là, il y a un grave problème. Ce que je veux faire, c'est développer tout un programme de récupération des eaux pluviales. Il est quand même absurde de savoir qu'on arrose les jardins avec de l'eau potable, avec de l'eau propre. Je trouve ça complètement hallucinant. Eh bien non, il faudra, et notamment en commençant par nous-mêmes, dans les parcs et jardins de Bordeaux, mettre des récupérateurs d'eau potable et inciter les populations à une nouvelle culture de l'environnement, à un nouveau respect avec les associations et avec la dynamique que le maire et ses adjoints et tous les élus pourront porter demain. Il faudra effectivement encourager à ce qu'il puisse y avoir des récupérateurs d'eau potable dans les foyers bordelais. Il faudra également demander demain aux promoteurs, ils vont me dire encore une contrainte, mais c'est une contrainte indispensable pour préserver l'environnement de Bordeaux. C'est une contrainte fondamentale. Eh bien, nous demanderons aux promoteurs, dans leur projet justement, de prévoir des récupérateurs d'eau potable. Tout comme nous leur demanderons de prévoir des jardins partagés. Tout comme nous demanderons qu'il puisse y avoir sur les toits des résidences, pourquoi pas, la possibilité de s'exprimer d'un point de vue environnemental et pour respecter la nature. La loi Labbé a permis de réduire l'utilisation de pesticides dans les villes. Mais la loi Labbé ne concerne pas les parkings d'entreprises ou de supermarchés, ni les résidences privées, ni les voies ferrées, ni même les pelouses sportives. Si vous êtes élu, pensez-vous prendre un arrêté anti-pesticides comme l'ont déjà fait plus d'une centaine de maires en France? Alors vous me mettez le papier sous le nez et vous me demandez 2 minutes pour répondre, mais je vais vous surprendre, je ne vais pas être lent. La réponse est clairement oui, nous prendrons l'arrêté anti-pesticides. Donc, dernière question. Il existe des réglementations relatives à l'usage de la publicité, notamment le règlement local de publicité intercommunale de Bordeaux Métropole. Pensez-vous qu'elles soient suffisamment bien appliquées? Et sinon, quelles mesures prévoyez-vous pour les faire respecter? En tant que maire, demain, je me devrai d'essayer de concilier les contraires et d'essayer de faire une synthèse. Ça veut dire qu'il faudra bien veiller à ce qu'il puisse y avoir une harmonisation entre les nécessités de publicité pour les organismes, pour la vie économique, que je ne veux absolument pas freiner, mais également par rapport aux pollutions urbaines dont je ne veux aucunement. Donc là aussi, ce sera une question de sagesse. Nous voulons être la municipalité de la sagesse. Je pense que vous l'avez compris depuis le début que nous parlons ensemble. Nous voulons être la municipalité de la sagesse, de la juste mesure. Et là aussi, ça sera dans la concertation, mais je veux absolument essayer de concilier ces deux impératifs, économiques et environnementaux. Seriez-vous prêt à la mise en place d'un moratoire sur les grandes opérations de construction immobilière en cours ou à venir, et quelle serait votre politique afin de réinventer un modèle de développement urbain prenant en compte ces enjeux sociaux et écologiques au sein d'une ville plus aimable? J'aime bien le terme de ville plus aimable. C'est sympathique.
Parce que l'amabilité, c'est la civilité, c'est la courtoisie, c'est la gentillesse, c'est le sourire. Et je veux demain que Bordeaux sourie. Votre question est excellente, puisque j'ai déjà répondu tout à l'heure partiellement. Elle est excellente, parce que nous prendrons un moratoire d'une année, effectivement, et nous sommes les seuls, à ma connaissance, à le prévoir, ce moratoire. Nous devons faire de la constatation et éviter les erreurs dans lesquelles on s'est enlisé dans un passé récent. Quand je vois les bassins à flot que j'ai évoqués tout à l'heure, mais où est l'âme de Bordeaux? L'âme de Bordeaux, je veux qu'elle ressurgisse, je veux qu'elle transpire de tous les pores de son être. Je veux que des couleurs de vie viennent sur Bordeaux. Les bassins à flot, mais vous vous rendez compte? Alors on a construit effectivement, changeant l'image de Bordeaux que j'évoquais tout à l'heure. Maintenant l'image de Bordeaux c'est une image de spéculation. Mais ce n'est pas l'image digne de Bordeaux. Bordeaux c'est une ville de beauté, de grâce, de belles façades, du bien vivre, de l'art de vivre. Et Bordeaux c'est une ville qui doit reprendre toutes ses couleurs. C'est une ville qui doit reprendre son âme qu'elle perd par ailleurs dans certains quartiers. Et j'angoisse quand j'entends la municipalité actuelle disant 300 000 habitants à Bordeaux, c'est le seuil de saturation. Que nenni! Le seuil de saturation, nous l'avons atteint avec 256 000 habitants aujourd'hui, sans en plus avoir accompagné ce développement complètement intempestif et au détriment du bien vivre des Bordelaises et des Bordelais, sans avoir accompagné de création de crèches, de création d'écoles, de création d'aires de jeu pour les enfants, de création de parcs. Mais on marche sur la tête. Dans quelle ville voulons-nous vivre demain? Bien moi demain je veux qu'on vive dans une ville apaisée et je veux avec un développement équilibré, bien entendu construire, mais pas de façon folle et avec l'obsession de rentabilité. Je ne veux pas de ça. Et ça malheureusement, ça c'est ce qui a été depuis de nombreuses années le cas à Bordeaux et c'est la raison essentielle pour laquelle je me suis engagé dans cette campagne. C'est la raison essentielle de servir Bordeaux. C'est la raison essentielle, redonner une âme à Bordeaux en refaisant vivre des quartiers qui ont été quelque peu délaissés par rapport à la carte postale touristique de Bordeaux que l'on vend et que l'on vend très bien. Il ne faudra pas revenir dessus, certainement pas. Et moi, je veux m'intéresser au quotidien des Bordelaises et des Bordelais. Je veux m'intéresser sur les lieux de vie et je veux que chacun puisse s'épanouir dans des quartiers où on se parle. Je vais restaurer des animations de quartier, dans des quartiers où il puisse y avoir de la végétalisation, des fleurs, des massifs. Et ça, c'est pas un vœu pieux. Le maire et les adjoints seront demain dans les quartiers pour faire revivre l'âme de Bordeaux. Et plus généralement, au regard d'une part de l'objectif national zéro artificialisation nette et d'autre part de l'instruction gouvernementale du 29 juillet dernier relative à l'engagement de l'État en faveur d'une gestion économe de l'espace, comment prévoyez-vous d'appliquer ces objectifs à l'échelle de la ville? Non, j'ai déjà un petit peu répondu à cette question, bien entendu. Alors, d'abord, un moratoire, mais il n'est pas question un seul instant de stériliser Bordeaux et d'arrêter la politique de développement urbain. Certainement pas. Mais il est question de construire avec les Bordelais, il est question de remettre les promoteurs à leur place avec une juste place pour respecter l'art de vivre qui doit prévaloir dans Bordeaux. Et il est question aussi, pourquoi pas, s'il faut construire en hauteur, construire en hauteur, mais il faut construire sur de l'existant. Et il faut reconquérir des espaces de verdure. Moi, je veux créer un parc du côté des bassins à flot, justement, derrière la base sous-marine. Il n'est pas normal que la clinique du Tondu étant partie, on n'en ait pas profité pour préempter et pour faire un dosage équilibré entre du logement et des espaces verts. Ça n'est pas normal. Donc demain, partout où ce sera possible, nous préempterons pour permettre justement le développement de quartiers agréables de proximité où on puisse se retrouver et où il y a de la verdure. Merci. Pour 2 minutes, plus précisément, quel avenir envisagez-vous pour le site de la Jalère? Ah, le site de la Jalère, ce fut un gros dossier. Et Dieu sait qu'on partait sur des bases tout à fait tronquées. Le maire actuel a rectifié le tir, fort heureusement. Et je pense en toute honnêteté qu'il est sincère dans sa démarche et que ce ne sont pas que pour des visées électorales. Donc là, je soutiens effectivement ce rééquilibrage intelligent qui a lieu actuellement sur la Jalère. Merci. Bordeaux Métropole accueille de nombreux dépôts sauvages sur son territoire, source de pollution visuelle du sol, du sous-sol. Le traitement des déchets étant une compétence communale, comment comptez-vous procéder pour faire cesser ces pratiques? La propreté de Bordeaux est une grave question qui nous revient dans tous les quartiers que nous avons pu visiter. Donc je dis non aux décharges sauvages. Et là, effectivement, le maire
et le président de Bordeaux Métropole utiliseront leur pouvoir pour faire cesser les décharges sauvages. Et là, si décharge sauvage, il n'y aura pas à négocier ou à parler. Là, il y aura sanction immédiate. Il y aura sanction immédiate. Par contre, au regard de certains dépôts intempestifs dans Bordeaux, au regard de certaines poubelles, là, je veux de la négociation avec les particuliers, avec les restaurateurs, avec toutes les personnes qui peuvent être à l'origine de cela. D'abord par la négociation. Je ne veux pas être coercitif. Il y aura donc effectivement des personnes qui vont aller parler. Vous évoquiez la mise en place de moyens supplémentaires. Oui, nous allons engager 40 policiers municipaux supplémentaires. Et quand je dis 40, c'est à minima, parce qu'il va falloir une étude effectivement de ce qui existe actuellement. Il y en a 120 aujourd'hui. S'il faut davantage, nous le ferons par rapport aux préoccupations de sécurité que nous avons. Et donc ces agents envoyés, ces policiers municipaux, les agents envoyés, auront vocation à aller directement interpeller les personnes concernées. Gentiment, par la négociation, par la pédagogie. Je crois beaucoup au vertu de la pédagogie. Et s'il le fallait, effectivement, par la mise en place de sanctions. Mais la sanction, pour moi, je ne veux pas être un maire qui agite le bâton pour se faire battre, pour battre le concitoyen, non. Je veux absolument, avant tout, privilégier toutes les voies de discussion et de parole utile. Comment comptez-vous accompagner le développement de la filière bio et locale et également favoriser le menu dit végétarien une fois par semaine auprès des gestionnaires de restauration scolaire? Vous avez 3 minutes. Bon, je peux même aller plus rapidement. Vous dites une fois par semaine, non, moi je veux même 2 fois par semaine. Parce que je vais être très vigilant par rapport à ça, qui est un enjeu majeur. Absolument. Il s'avère que je suis très ami avec l'ancienne diététicienne de la ville de Bordeaux, avec qui je déjeunais hier midi. Et donc nous parlons de ces questions. Elle m'a sensibilisé à ça. Et le rôle des diététiciennes dans les cantines municipales ont un rôle majeur. Est-ce qu'il y a suffisamment? Est-ce qu'on veille à tout cela actuellement? Ça va faire partie des questions auxquelles je vais vraiment m'atteler dès que je serai élu maire. Et également, bien entendu, favoriser les productions de proximité. Ça me paraît évident. Nous favorisons les productions de proximité. Nous avons des maraîchers, nous avons dans les zones jouxtant Bordeaux beaucoup de possibilités. Et bien donc ça va venir, bien entendu, il y aura un impératif de préférer ce type d'alimentation plutôt que d'aller s'investir je ne sais où. Nous veillerons effectivement à la qualité des produits. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de nos enfants tout simplement. J'ai 7 enfants. Maintenant ils commencent à être un peu grands. Mais j'ai 7 enfants et ils sont en très bonne santé. Peut-être ai-je veillé à titre personnel à ce qu'ils pouvaient manger. Mais moi je pense effectivement qu'il faut veiller de plus en plus à la provenance des produits. Qu'il faut veiller de plus en plus à soutenir les maraîchers et les producteurs locaux. Donc nous dirons dans ce sens, parce que tout simplement, nous voulons privilégier la santé, nous voulons nous assurer de l'origine des produits et nous voulons aussi favoriser l'économie locale. Avez-vous un projet pour transmettre la connaissance et le respect de la biodiversité dans nos villes? Quel type de coopération envisagez-vous entre la ville et les associations de promotion et de défense de l'environnement et les établissements scolaires afin d'informer et de sensibiliser les citoyens et singulièrement les enfants à la préservation du vivant? Mais c'est formidable ce que vous dites, parce que j'ai l'impression que vous avez lu mon programme avec beaucoup d'attention, puisque là déjà vous avez la réponse dans mon programme. Ça correspond effectivement à une attention très très particulière que nous aurons. Les associations. Je suis issu du monde associatif. Directeur du CIJA pendant de nombreuses années, président de l'UEJ Chartrons, l'Union sportive des Chartrons, où j'ai eu de cesse que de renforcer le lien social. L'Union sportive des Chartrons, qui est une maison de quartier. Donc les associations, pour moi, sont une richesse extraordinaire, faite de compétences, faite de bénévoles, faite de possibilités de transmission de savoir, faite aussi de sensibilisation. Et bien demain, dans le respect de la souveraineté associative, on va beaucoup miser sur les associations, ce qui n'est pas suffisamment le cas aujourd'hui. On va faire en sorte de travailler la mano et la mano. On va les solliciter, et notamment au niveau environnemental, au niveau de tout ce qui peut être diététique. Nous allons avoir nous avons l'intention d'intensifier nos actions dans les écoles. C'est prévu dans notre programme. Pourquoi? Parce que les associations seront porteuses de ce message et vont le transmettre aux enfants. Et il est évident que les enfants pourront être des garde-fous par rapport à leurs parents. Il m'arrive parfois, lorsque je peux être un peu négligent sur la route, j'entends mes enfants qui me disent « Papa, ça va pas, papa, qu'est-ce que tu fais ?» Ils disent très rarement, parce que généralement je respecte les lois, vous vous en doutez bien. Eh bien moi je suis persuadé que les enfants peuvent être des vecteurs pour passer les messages, et je suis persuadé que la sensibilisation des enfants dès aujourd'hui correspondra à cette nouvelle culture que nous voulons développer
dans tout le pays, et a fortiori, en ce qui concerne le maire, sur Bordeaux. Mais également, il y a une notion qui m'est chère, l'Ubuntu. Je suis sûr qu'ici tout le monde connaît l'Ubuntu. Peut-être pas. L'Ubuntu, c'est Nelson Mandela qui a appliqué l'Ubuntu dans son pays. Un homme qui, au lieu d'avoir la revanche ancrée en lui, va serrer la main de ceux qui l'ont emprisonné, c'est admirable. L'Ubuntu, c'est vous existez parce que j'existe, et nous existons parce que les autres existent. C'est l'entraide, c'est la coopération. Et c'est là que la vie associative intervient. Cet Ubuntu, nous allons le développer sur Bordeaux. Il y a 12 mois de l'année, très bien, 12 thématiques dans l'année qui seront choisies, dont la thématique dont vous parlez. Elle sera effectivement privilégiée. Et chaque mois de l'année sera dédié à une thématique en mobilisant les associations, en créant des forums, en mettant des stands dans les rues, en sensibilisant les seniors qui souvent se sentent moins utiles dans la société. Et nous allons pendant un mois diffuser un message pédagogique sur la thématique qui sera choisie. Il y aura les violences conjugales, il y aura les données environnementales, il y aura les addictions, toutes ces thématiques sociétales qui sont fondamentales. Pourquoi? Parce qu'elles concernent l'humain. Et nous, Servir Bordeaux, ce n'est pas les places qui nous intéressent, c'est l'humain qui nous intéresse. Quelle est votre position par rapport à la doctrine actuelle du maintien de l'ordre? Eh bien, il y a un principe auquel je suis profondément attaché, c'est le principe républicain. Liberté, égalité, fraternité. Et ce principe, il vibre en moi, et je veux le faire vibrer dans Bordeaux. Alors, la liberté d'association, la liberté, de manifester est une liberté essentielle qui a été obtenue au fil de nombreuses luttes, tout simplement pour revendiquer le droit d'expression et la pluralité d'expression. Mais cette liberté doit aller dans le cadre de certaines règles qui sont tout à fait indispensables, ne doit pas nuire à autrui et ne doit pas gêner la liberté de l'autre. Là aussi, nous allons y veiller. Alors qu'il puisse y avoir du zèle de part et d'autre, ça peut malheureusement arriver. Il m'est arrivé de protester aussi, de me retrouver dans des manifestations, partout où la condition de l'homme était menacée. Ça m'est arrivé historiquement, et ça m'arrivera demain, effectivement, s'il le fallait. Mais il ne faut pas que ces manifestations dégénèrent et qu'elles respectent effectivement le parcours qui a été prévu par la préfecture et qu'elles respectent la paix civile. Mais il est évident également qu'il faut considérer que les forces de l'ordre ont un rôle extrêmement pénible, difficile. On ne voit pas toutes les vidéos de part et d'autre qui peuvent parfois être tronquées et qui peuvent donner l'impression qu'on va plutôt d'un côté ou de l'autre. Mais il faudra que les forces de l'ordre respectent la loi, toute la loi, et la qualité de la personne qui est en face d'eux. Ça veut dire qu'il faudra tout simplement que les forces de l'ordre respectent la manifestation et la forme d'expression, mais également ne soient pas dans des débordements intempestifs qui peuvent nuire. On a vu malheureusement certaines personnes qui ont été maltraitées, parfois de façon qui m'amène à me questionner profondément. Non, je veux plus de ça. Moi, je veux plus de ça. Je veux la paix civile. Je veux le droit à la manifestation. Je veux bien entendu que chacun puisse s'exprimer librement, mais en respectant à l'évidence la paix civile. Quelle place seriez-vous prêt à accorder à l'ensemble des collectifs citoyens dans... C'est bien évident que cette place, elle va être essentielle. J'apprécie les collectifs. Pourquoi? Parce qu'ils sont citoyens. Pourquoi? Parce qu'ils sont porteurs d'idées. Pourquoi? Parce que parfois ils protestent. Pourquoi? Parce que leurs revendications sont souvent légitimes. Et pourquoi? Parce qu'ils amènent de la diversité. Et je ne veux pas demain que la mairie de Bordeaux soit un bloc monolithique qui a été élu et qui a raison sans rendre des comptes demain. Non du tout, au contraire. Et donc cette représentation citoyenne que vous évoquez, eh bien elle aura toute sa place dans les différentes structures que nous allons créer. Ça veut dire que demain les conseils de quartier, je l'ai dit tout à l'heure, obéiront à une représentativité beaucoup plus grande. Ça veut dire que le conseil de l'imagination, où les jeunes, d'où qu'ils viennent, sans demander l'appartenance politique, sociale, je m'en fiche, aucune importance, pourront s'intégrer et participer aux choses citoyennes. Et ça veut dire aussi que les élus demain, et le maire au premier chef, il sera sur le terrain. Certes, il sera dans son bureau pour travailler, pour diriger, pour réfléchir, ça leur arrivera beaucoup. Mais également, il devrait être sur le terrain. Le maire demain, il fera des maraudes sociales. Il ne supporte pas la souffrance d'individus. Il ne supporte pas que des personnes dorment encore dans le froid. Il ne supporte pas qu'il y ait plus de douches publiques sur Bordeaux. C'est un scandale. Il n'y a plus de douches publiques à Bordeaux. Et la dignité humaine, où est-ce qu'elle est? Eh bien, voyez-vous, le maître mot, c'est l'homme, l'humain et la dignité humaine. C'est ça qui nous fait avancer. Nous avons des sondages qui sortent actuellement. Il y a une floraison. Eh bien, ce sont de sympathiques divertissements au cours d'une campagne. Ce qui compte, ce n'est pas les sondages. Ce n'est pas des débats tronqués auxquels on voudrait déjà faire prévoter les électeurs.
Ce qui compte, c'est le vote dans l'urne. Ce qui compte, c'est le respect de la citoyenneté individuelle et de sa conscience dans l'isoloir. Et alors, votre conscience, madame, monsieur qui nous écoutez, elle sera certainement de voter pour Servir Bordeaux, qui a une volonté, qui a une sincérité, qui a une foi pour privilégier l'humain, tout l'humain, rien que l'humain. Donc pourquoi protéger la biodiversité? Eh bien, la question porte en elle la réponse. Biodiversité, c'est la vie. Biodiversité, c'est la préservation du vivant. Biodiversité, c'est la bonne santé de chacune et de chacun. Biodiversité, c'est penser à l'avenir, penser à nos enfants, nos petits-enfants. Et j'en aurai quelques-uns au regard des 7 enfants que j'ai aujourd'hui. Donc au nom de biodiversité, c'est un enjeu majeur. Mais l'écologie est un sujet trop fondamental pour être confié à un parti écologique. L'écologie, elle est transversale. Et je fais grâce à d'autres candidats de l'intégrer aussi dans leur projet. Nous, elle est au cœur de notre projet. L'environnement est pour nous au cœur de notre projet. Et je crois vous l'avoir démontré pendant cette heure où nous avons conversé agréablement ensemble. Donc, pour nous, c'est fondamental parce que la vie, rien que ça, est toujours la vie. Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il me dit là? Mais alors, 2 prédateurs naturels du moustique. Mais je suis un prédateur naturel du moustique. J'aime pas les moustiques quand ils vont dans mes oreilles, j'aime pas du tout ça. Donc le second, je ne sais pas qui je peux citer, mais je vous l'avoue, en toute humilité, je suis un prédateur naturel des moustiques. Oui. Mais j'aime les animaux, j'ai un chien, un magnifique braque de Weimar, que j'aurais pu amener sur le plateau. Je ne pense pas qu'il serait resté très tranquille, il a à peine 2 ans. Alors vous allez me dire, mais c'est un chien de chasse. Oui, mais je ne chasse qu'avec mes yeux, qu'avec mon amour de la nature. Je ne suis pas chasseur. Je suis incapable de faire du mal à une bête. Lorsque je vois une fourmi, je l'épargne. Lorsqu'un animal tombe dans une piscine, j'essaie de l'enlever. Et généralement, j'y arrive. Effectivement. Alors, je suis prédateur peut-être de 2 animaux, néanmoins. Les guêpes, je l'avoue, par rapport à mes enfants, toujours. Ça m'a toujours eu la phobie des guêpes avec mes enfants. Et les moustiques par rapport à des nuits que je voudrais de temps en temps moins agitées que celles qui peuvent me... Ah, ben oui, bien sûr. Alors écoutez, en quoi les forêts sont-elles précieuses? Voilà une belle question. Voilà une belle question. Je ne vais pas m'appeler Robin des Bois, non. Quelque part, c'est vrai que même si dans mon programme, il y a un projet de justice sociale qui est considérable, mais il faut les préserver, les forêts. Alors effectivement, on achète des arbres de Noël, ça peut se comprendre, ça correspond à des traditions festives. Mais il y a certaines garanties qui entourent certains achats d'arbres de Noël. Eh bien, les forêts, elles sont précieuses et il faut les préserver. À Bordeaux, on a du côté du lac de magnifiques forêts. Il est évident qu'il ne sera pas question de gangréner ces forêts avec de la bétonisation. Les forêts, elles sont précieuses parce que tout simplement, c'est l'arbre, c'est la respiration, c'est les qualités que l'arbre peut exprimer par rapport à la pollution. Elles sont précieuses parce que ça nous fait goûter à la nature. Elles sont précieuses aussi, tout simplement parce qu'on peut se promener, on peut voir l'âme bucolique. Étant assez poète à mes heures, j'aime bien me promener dans les forêts. Oh, alors je ne peux pas y répondre du tout, là, je vous dis franchement. Quelle est la consommation moyenne par personne en eau en France? Eh bien, je dis joker, mais je ne vais pas tirer une autre question, parce que je n'ai pas l'habitude de me défiler. Cette consommation moyenne, je la connais, je l'ai déjà vue, mais je ne me rappelle pas, je vous prie de m'en excuser. Mais je sais qu'elle est intempestive, elle est un peu trop forte. En ce qui me concerne, je tente au quotidien de veiller à l'eau que j'utilise. En ce qui me concerne, si je peux récupérer de l'eau pluviale, je récupère de l'eau pluviale. Et en ce qui me concerne, en ce qui concerne les douches, les bains, eh bien, je dis à mes enfants d'y faire attention, parce qu'effectivement, l'eau est précieuse. Alors j'ai répondu à cette question, pourquoi? Je voudrais rendre hommage à René Dumont, un grand écologiste, celui qui a été le père de l'écologie, quelque part pour nous tous, qui s'est présenté en 1974 à la présidentielle. Il avait intervenu sur un plateau de télévision, c'était un peu le Pascal Jartil aujourd'hui, parce que comme il ne représentait pas grand-chose, semble-t-il, au niveau des sondages ou des partis politiques installés, alors qu'on représente beaucoup plus en termes de sensibilité, eh bien on l'avait laissé un temps de parole très mesuré. Alors René Dumont, il a voulu marquer par les symboles. Et on revient au symbole du début de notre entretien. Il a pris un verre d'eau et il a dit, voilà, bientôt nous manquerons d'eau sur Terre. Et comme je n'ai pas beaucoup de temps de parole, je vais boire l'eau devant vous. Je vous dis au revoir, à bientôt. Et pour finir, je bois l'eau, ce qui est un symbole très fort de mon amour pour la nature, pour la biodiversité et pour la vie.